Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la dysfonction chronique du greffon pulmonaire. Alors, je vais déborder un petit peu. Je vais vous parler de la transplantation pulmonaire dans le contexte actuel, hein. Il y a des informations quand même très intéressantes dont je peux pas ne pas vous parler. Et donc voilà, donc trois parties, hein. Une première partie d'information générale sur la transplantation pulmonaire, une deuxième partie où je vais vous parler de la dysfonction chronique du greffon pulmonaire, la définition, la physiopathologie, les traitements, et une dernière partie où je vous parlais de COLT, hein, cette cohorte de patients transplantés pulmonaires, cohorte française, les résultats principaux, les plus pertinents, là où on en est et les perspectives. Moi, je m'appelle Adrien Tissot, je suis médecin pneumologue et je travaille à la fois au CRCM adulte du CHU de Nantes, mais aussi dans le centre de transplantation de ce même CHU. Donc, j'ai la double casquette à ce titre. Alors, la transplantation pulmonaire, c'est un traitement validé pour des patients sélectionnés avec une insuffisance respiratoire sévère. Les trois principales indications dans l'ordre sont la BPCO, l'emphysème, la fibrose pulmonaire et la mucoviscidose. C'est validé, hein, ça améliore l'espérance de vie et la qualité de vie. Et lorsqu'on regarde les recommandations de la Société internationale de transplantation cœur et poumon, pour la sélection des candidats, il est demandé que les patients qui doivent être inscrits doivent être des patients qui ont un risque élevé de décéder de leur insuffisance respiratoire dans les 2 ans. Et pourquoi on va en fait greffer des patients aussi graves, aussi sévères? C'est parce que la survie globale, aujourd'hui encore, reste médiocre. 57% de survie à 5 ans, ce sont des chiffres de l'Agence de biomédecine de 2017, médiocre notamment comparé par rapport aux autres transplantations solides d'organes, le cœur, le foie et notamment le rein, même si le contexte est un peu différent. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, c'est un peu plus complexe, et notamment en fonction de l'étiologie. On sait qu'il y a des différences de survie en fonction de la maladie qui amène à la transplantation pulmonaire, et les patients atteints de mucoviscidose sont ceux qui ont la meilleure survie, c'est la ligne bleu foncé tout en haut, meilleure survie après la transplantation. Et ce qui est très encourageant, c'est que au cours du temps, on a vu une amélioration de la survie des patients transplantés, avec en fait les courbes qui sont tout en bas, avec la survie la plus catastrophique, c'est dans les années 80, 90, puis au fur et à mesure on monte en fait dans le temps, et les 3 dernières courbes là qu'on voit tout en haut, ce sont les dernières ères de transplantation entre 2005 à aujourd'hui. Lorsqu'on regarde un peu plus près ces courbes, on voit que l'amélioration de la survie, elle se fait surtout en fait dans la première année, hein. Les courbes, elles se séparent tout au début, après elles restent assez parallèles. C'est dans la première année que les efforts et les améliorations ont été faites pour tout un tas de raisons. Alors, en parallèle, le nombre de transplantations pulmonaires dans le monde a considérablement augmenté entre les années 80 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 4500 greffes réalisées au niveau mondial. Et ce sont principalement des transplantations bipulmonaires qui sont réalisées. 2 raisons principales à ça. La première, malgré les limites que je viens de vous énoncer, la transplantation pulmonaire, ça marche et donc on en fait. Et la deuxième, c'est qu'on a réussi à augmenter le nombre de greffons disponibles pour aller justement greffer nos patients. Et cette augmentation de l'activité de transplantation pulmonaire, elle est aussi vraie en France, un pays très actif dans ce domaine. On voit ici en 2008, 196 procédures pulmonaires réalisées et on a quasiment doublé en 2017, 378. Donc, augmentation du nombre de greffes pulmonaires là, en 10 ans, avec absence de pénurie de greffons, entre guillemets, pénurie relative. C'est-à-dire que en 2012, vous avez le chiffre sur le tableau qui est juste en bas, on avait 1,5 candidats pour un greffon. Ce chiffre est parfaitement stable, voire même un petit peu mieux. En 2017, on était à 1,4 candidats pour un greffon. Dernière diapositive générale, hein, l'évolution des indications de greffe pulmonaire entre 2012 et 2017. On voit que l'emphysème, la BPCO reste la première indication, c'est stable au cours du temps. La fibrose pulmonaire, ça augmente, ça continue d'augmenter d'ailleurs sur les dernières années. Et par contre, au contraire, la mucoviscidose est une indication qui est en train de diminuer. Ça, ce sont des chiffres français. Alors, ça c'est là encore des données du registre. On voit qu'à partir des années 2000, pour les patients atteints de mucoviscidose, la greffe, ça augmente, ça marche. Donc, on fait accéder les patients à cette thérapeutique jusqu'en 2013. Et depuis 2013, ça diminue. Alors, j'ai un grand scoop pour vous. Là, en 2020, ça va diminuer de façon
drastique par rapport à ces chiffres que vous voyez là. La diminution, elle était probablement liée à l'introduction des traitements modulateurs qui a commencé à apparaître dans ces années-là. Et en 2019, là, 2020, il y a eu de la trithérapie qui a fait qu'il y a un grand nombre de patients qui sont sortis du parcours de greffe, qui se sont améliorés. Nous, à Nantes, on a 2 patients qui sont sortis de liste. Et quand on a fait le calcul avec le centre de Roscoff, avec lequel nous sommes partenaires, 15 patients sont sortis du parcours de greffe en 2020. Alors, ils n'étaient pas forcément inscrits, mais ils étaient en train de faire leur bilan, ce qui est considérable. Et dans les autres centres, la tendance est similaire, semble-t-il. Dernière information générale, Covid-19 et transplantation pulmonaire, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, ce qui s'est passé en mars 2020, il y a eu, du fait du premier confinement, un arrêt des programmes, sauf super urgence. 2 raisons à ça, c'est que d'une part, on était inquiet pour avoir de la place en réanimation pour les receveurs et de faire que leur prise en charge en fait soit sécuritaire, notamment ne soient pas infectés par le Covid parce qu'ils étaient hospitalisés à côté de quelqu'un qui avait le Covid. Les réanimations étaient surchargées à cette époque-là. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu une diminution, c'est relié bien sûr, mais du nombre de propositions de donneurs. Il y a eu beaucoup moins de prélèvements faits pendant cette période-là et donc on s'est vu proposer beaucoup moins de greffons. Sauf super urgence, c'est-à-dire qu'on a gardé à ce moment-là, l'activité de super urgence et tous les patients qui ont eu le besoin ont pu accéder à la greffe. Et nous, à Nantes, on n'a pas eu de décès sur liste. Dans les autres centres, je ne sais pas. Novembre 2020, deuxième confinement, les programmes sont poursuivis de façon quasiment normale. Et d'ailleurs, on voit qu'on a encore beaucoup de propositions et là, il y a un vrai travail des équipes de prélèvement. On a des propositions de donneurs malgré la surcharge du travail en réanimation. Ça, c'est vraiment admirable. Donc, poursuite des programmes à l'identique, avec voilà, selon les circonstances, avec la difficulté, c'est de mettre en place un parcours patient transplanté sans qu'il soit en contact avec des patients Covid. Donc, il faut vraiment séparer les réanimations où il y a des patients Covid et ceux où il n'y en a pas. Il y a une étude qui est sortie là, il y a très récemment. Voilà, on a essayé de récupérer tous les patients qui avaient fait du Covid en France, patients transplantés. 35 patients ont été identifiés, avec quand même 33% des patients qui sont passés aux soins intensifs et 15% de décès. Donc le Covid et la transplantation, ça fait pas bon ménage. À noter qu'il n'y avait pas de patients mucoviscidoses dans les décès. Alors, parlons maintenant de la dysfonction chronique du greffon pulmonaire. Pourquoi ce sujet m'intéresse et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est que lorsqu'on parle de transplantation pulmonaire, c'est la principale limitation à long terme de la greffe. On voit que la première année, ce qui fait mourir les patients, c'est les dysfonctions aiguës de greffon, les rejets, les complications de la chirurgie, les infections, qui est la petite courbe en bleu clair. Après la première année, c'est la dysfonction chronique du greffon pulmonaire qui est responsable principalement de la mortalité des patients. Et c'est ça qui limite à long terme l'espérance de vie des patients. Alors, quand on parle de rejet, je vais juste faire un petit rappel, parce que parfois c'est un peu compliqué. Il y a différents types de rejets. Alors, on a le rejet aigu cellulaire, plutôt précoce, souvent dans la première année qui suit la transplantation. On peut en retrouver tardivement, mais c'est moins fréquent. Définition, elle est histologique. On a un infiltrate lymphocytaire périvasculaire, voire péribronchique. C'est gradé de 1 à 4 en fonction de la sévérité. C'est réversible. On met des corticoïdes à forte dose et on en guérit. Rejet médié par les anticorps. Anticorps spécifiques, anti-HLA spécifiques du donneur. On appelle ça en anglais les donor specific antibody. Donc, il y a des critères diagnostiques, il y en a 4. La présence de ces anticorps anti-HLA, la dysfonction pulmonaire, il faut qu'il y ait une altération de la fonction pulmonaire, et il y a aussi des critères histologiques. C'est potentiellement réversible, il y a des traitements qui peuvent être efficaces, c'est quand même malgré tout plus compliqué à traiter que le rejet aigu, et ça peut poser vraiment des problèmes pour les patients. Et la dysfonction chronique du greffon pulmonaire, on appelle l'enseignement rejet chronique. En anglais, c'est Chronic Lung Allograft Dysfunction, ou CLAD. La définition, c'est une altération irréversible de la fonction respiratoire. On a une baisse du VMS de 20% par rapport à la valeur de base. Il faut avoir éliminé les autres causes de baisse de la fonction respiratoire. Il faut avoir essayé l'azithromycine et qu'il n'y ait pas eu d'effet, car vous avez le petit carré en bas. 4e type de rejet, qui est la dysfonction d'allogreffe, réversible sous azithromycine. On a une dysfonction, entre guillemets, chronique, du greffon pulmonaire, en altération de la fonction respiratoire, il n'y a pas d'autre cause, ça baisse de plus de 20%. On met les patients sous azithromycine et chez certains patients, ça va permettre d'améliorer plus de 10%, voire même récupérer la fonction respiratoire normale. Donc, on essaie l'azithromycine, ça marche pas. Si ça marche pas, on est bien dans le cadre d'un CLAD, une dysfonction chronique du greffon pulmonaire.
Il y a deux formes, syndrome de bronchiolite oblitérante et le syndrome restrictif d'allogreffe. Et les traitements actuellement, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Enfin, la photophérèse actuellement est très utilisée en France, mais son efficacité reste encore à prouver et reste débattue. Il y a d'autres traitements comme le montelukast qui n'ont pas montré leur efficacité. Il y a des études qui sont faites sur les antifibrosants, mais qui ne sont pas encore sorties. La retransplantation. Alors pour les patients qui peuvent en bénéficier, c'est effectivement le traitement de choix. Mais bon, il faut pouvoir avoir les critères d'inscription, ne pas avoir de contre-indication notamment. Vous avez ici ce petit graphique, cet arbre diagnostique. Alors, on a donc tout en haut une dysfonction du greffon, plus de 10%. Il faut faire des examens, éliminer les autres causes de dysfonction du greffon. Lorsqu'on les a éliminées, on peut parler de CLAD et on va parler en fonction du temps auquel on est à partir du début de l'altération de la fonction respiratoire, de CLAD possible, probable ou CLAD certain à plus de 3 mois de la baisse, donc baisse irréversible de la fonction respiratoire. Donc, on confirme le phénotype basé sur la spirométrie, la plétismographie et le scanner, et on détermine ainsi les bosses, les races, et il y a des formes mixtes aussi qui existent. Vous avez ici une bosse en fait. Alors le scanner en fait est quasiment normal. On peut avoir des petites dilatations des bronches, notamment à un stade tardif, et à un stade tardif, on va quand même voir une distension thoracique qui est liée à l'oblitération des petites bronches, des petites voies aériennes. Alors, on a sur la courbe des vibolium là un aspect concave typique de syndrome obstructif aux épreuves fonctionnelles respiratoires. À l'inverse, le syndrome restrictif d'allogreffe ou RAS, on a un syndrome restrictif aux épreuves fonctionnelles respiratoires et une atteinte interstitielle fibrosante qu'on peut voir au scanner, voire même à la radiographie thoracique simple. Les mécanismes qui aboutissent au CLAD. Alors, il y a des facteurs de risque, il y a des agressions de l'épithélium, comme les infections virales, bactériennes, fongiques, la pollution atmosphérique, c'est prouvé maintenant, le reflux gastro-œsophagien, la dysfonction primaire du greffon et les rejets aigus, bien sûr. Tout ça va activer le système immunitaire avec un rôle très important de l'épithélium aérien, avec les eosinophiles, les neutrophiles, les macrophages et une interconnexion, bien sûr, avec le système immunitaire adaptatif, les lymphocytes T, les lymphocytes B notamment, qui vont sécréter les fameux anticorps spécifiques du donneur, avec donc une altération de l'épithélium, du poumon, un processus de réparation et le développement d'une fibrose qui va aboutir aux deux phénotypes, qu'une fibrose des petites voies aériennes, avec une obstruction dans le cadre de la bronchiolite oblitérante, et dans le cadre du syndrome restrictif d'allogreffe, une fibrose au niveau interstitiel. Alors, Colt a 10 ans, maintenant, un peu plus, maintenant, ça a commencé en 2009. Colt avait pour but, en fait, de déterminer les facteurs de risque et des biomarqueurs de la dysfonction chronique du greffon pulmonaire, qui d'ailleurs, à l'époque, ne s'appelait pas comme ça. Tous les centres français ont participé, et il y a aussi le centre de Bruxelles qui nous a rejoint en 2012. Le protocole était assez simple, le patient a été inclus avant la greffe, il y avait la transplantation, il y avait ensuite des visites tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. À chacune de ces visites, on faisait un prélèvement sanguin et si les patients avaient une fibroscopie, on récupérait donc du lavage alvéolaire ou des biopsies. Et l'idée était qu'à partir du moment où il y ait des patients qui développent une dysfonction chronique du greffon pulmonaire, on revienne sur les échantillons du patient pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait prédire la survenue de cette dysfonction. Aujourd'hui, Colt, c'est 1887 patients inclus. Il y a plus de 1600 patients qui ont été greffés, qui sont dans la base de données avec une biocollection. Et on a arrêté les inclusions en 2018. En fait, on avait atteint les objectifs d'inclusion. Donc, ces chiffres-là, en fait, ne vont plus bouger. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été trouvées, que je vais vous détailler, au niveau protéique, au niveau transcriptomique et au niveau des cellules immunitaires. Alors, au niveau protéique, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle MMP9, qui est une métalloprotéinase, qui joue un rôle notamment dans la fibrose pulmonaire, qui joue un rôle aussi dans l'emphysème, on peut le retrouver. À chaque fois, la logique était la même. On part du moment où le patient a sa dysfonction chronique du greffon pulmonaire et on revient 6 mois, 1 an avant pour voir si dans le prélèvement, il y avait quelque chose qui se passait. Et là, effectivement, pour MMP9, il y avait une augmentation des taux sanguins des MMP9 1 an avant le diagnostic du CLAD chez les patients BOS et chez les patients RAS. Lorsqu'on a regardé dans le sang des patients
l'ARN en faisant une analyse pangénomique. On a regardé tous les gènes qui existaient. Donc, bien sûr, beaucoup de gènes qui étaient différentiellement exprimés. On en a retenu 3 qui étaient sous-exprimés chez les patients qui allaient faire une dysfonction chronique comparé à ceux qui restaient stables. 3, c'était POU2AF1, BLK et TCLR1, qui sont des gènes qui sont notamment impliqués pour les lymphocytes B. Et justement, ce qui concerne le phénotype lymphocytaire, là, on a regardé, alors toujours dans le sang des patients, les lymphocytes, leur phénotype et leur fonction. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que chez les patients qui allaient développer une dysfonction chronique du greffon pulmonaire, on retrouvait plus de lymphocytes T régulateurs, qui normalement sont plutôt anti-inflammatoires, immunomodulateurs. Et à l'inverse, il y a un type de lymphocytes B qu'on appelle les lymphocytes B régulateurs. Ces lymphocytes B régulateurs anti-inflammatoires étaient augmentés chez les patients stables. Alors, ils n'étaient pas augmentés tout de suite, ils étaient augmentés 18 mois après la greffe, comparé aux patients qui allaient développer une bosse. Alors, avec toutes ces informations-là, donc MMP9, la transcriptomique et les cellules immunitaires, il y a d'autres informations aussi qui sont sorties, à la fois de Colt, c'était la publication de Ben Merad sur la pollution atmosphérique et les conséquences sur la fonction respiratoire. Il y a aussi une très belle étude qui était sortie dans le même numéro de l'ERJ avec les mêmes résultats. C'était très intéressant. Et beaucoup d'études qui sont sorties sur les anticorps spécifiques du donneur, avec notamment beaucoup d'études faites par des équipes françaises, Jérôme Lepavec, Olivier Brugière, Koutsekera, ça c'était l'étude de Colt. L'idée, c'est de créer à partir de tous ces éléments-là un score composite qui soit capable de prédire le CLAD, c'est-à-dire ces éléments pris un par un, on sent bien qu'ils ne vont pas être capables de prédire la dysfonction chronique. Par contre, composés ensemble, on pense qu'ils vont être capables de prédire un risque, de stratifier un risque pour un patient donné. Et ça, c'est le but de l'étude qui est en cours, qui vient de débuter là en septembre, c'est Prélude, Prediction of Chronic Lung Allograft Dysfunction, où l'idée, c'est d'inclure de façon prospective 240 patients et de valider les biomarqueurs qui ont été retrouvés dans la base Colt. Donc, 240 patients pour être inclus, avec une période d'inclusion de 1 an et un suivi de 5 ans. Les patients, de la même manière, sont inclus avant la transplantation, mais là, on ne fait que 3 prélèvements sanguins. On en fait un au moment de la transplantation, enfin juste avant la transplantation. On en fait un an post-transplantation et à 2 ans post-transplantation. Et ensuite, on voit si dans ces temps-là, on peut voir des choses qui permettent de déterminer les patients qui vont faire une dysfonction et ceux qui ne vont pas en faire. Là encore, on va regarder les lymphocytes avec les PBMC, on va regarder l'ARN, on va regarder les DSA et on va regarder la MMP9. Voilà, en tout cas où on en est et où on va avec Colt. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.